quels sont les grands trends ou des signaux faibles, tu vois, des trucs que personne ne voit actuellement et où tu te dis ça, dans 6 mois, 1 an, ça cartonne. Tu peux avoir une mauvaise idée, tu peux avoir un mauvais timing, mais si tu as des gens qui ont un esprit capable de se réinventer en permanence, de trouver des solutions, ils pivoteront, ils trouveront un moyen de faire du fric. Et ça... Quelles sont les bonnes pratiques de YC et qu'est-ce que toi, en tant qu'investisseur, tu arrives à voir? Ouais, en termes d'exit, un x6 en 2 ans, un x4 en 2 ans et un plus 50% en 4 mois. Je pense que dans les investissements qui vont suivre et qui peuvent cartonner, c'est vraiment toutes les industries qui tendent vers l'infini, c'est-à-dire l'intelligence infinie, c'est-à-dire l'énergie infinie, c'est-à-dire la vie infinie. Franchement, de refuser d'investir dans Google parce que tu trouves que la valorisation est 2 fois plus importante que ce qui te semblerait cohérent, bah, au final, c'est une connerie, quoi. Et en tant qu'investisseur rentable, on achète de la potentialité. Salut à tous, salut Cédric, merci d'être aujourd'hui avec nous dans le podcast. Ça nous fait hyper plaisir, ça fait longtemps qu'on essayait de tourner cet épisode. Donc aujourd'hui, on va parler investissement, on va parler prospective, on va parler marché d'avenir avec quelqu'un qui fait ça toute la journée, dont c'est le métier et dont c'est en partie un des principaux skills. Cédric, est-ce que tu peux te présenter rapidement à l'audience et expliquer ce que tu fais et comment tu le fais, entre guillemets? Bien sûr, salut à tous. Donc Cédric, j'ai 42 ans, je suis marié, papa de 2 petites filles de 3 et 7 ans, expatrié à l'île Maurice, entrepreneur depuis mes 23 ans. J'ai créé plusieurs boîtes, j'en ai vendu 2, toujours globalement dans le domaine du digital. Aujourd'hui, je consacre la majorité de mon temps à investir, à trouver des opportunités. J'adore ça. J'en partage ce que je fais, mes aventures sur ma chaîne YouTube Youmento. J'ai développé plusieurs activités dans ce domaine qui sont en synergie en fait. Ce que je fais, c'est que j'ai créé un écosystème qui me donne davantage de force de frappe d'un point de vue individuel pour aller chercher des deals toujours plus intéressants parce que quand on dit quand on approche une opportunité, on dit j'ai 400 millionnaires, multimillionnaires dans mes communautés payantes auxquelles je peux présenter l'opportunité, forcément ça donne un poids plus important et c'est une manière aussi d'apporter ces opportunités au sein de mes communautés payantes avec la force qu'ils viennent me fournir. J'ai donc Youmento qui est une communauté d'entrepreneurs qui s'intéresse aussi à l'investissement, dev perso. Il y a à peu près entre 140 et 150 personnes aujourd'hui. Une dizaine de pays représentés, c'est francophone. J'ai mon programme Fast Track Investor qui répond à la problématique. J'ai du fric, je veux investir, mais je sais pas comment m'y prendre. Et j'ai compris qu'il fallait pas m'adresser au CGP que Tata Michel va me conseiller ou d'aller voir mon banquier CIC, Société Générale ou autre. Et troisième business qui est un club de business angel qui s'appelle InvestorX où on donne accès aux startups provenant des incubateurs les plus rentables au monde, notamment le Y Combinator, qui est là sont sortis les Stripe, Airbnb, etc. Je pense que ceux qui regardent ton podcast savent de quoi je parle. Voilà en termes d'activités qui viennent toujours nourrir la dynamique investissement et l'écosystème que j'ai créé. Écoute, super intéressant. Donc, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense qu'on va commencer, parce que comme tu l'as très bien dit, notre audience est hyper intéressée par ça. Si ça te va, on va commencer par ce que tu as expliqué en dernier, c'est-à-dire les partenariats sur l'investissement sur les startups, en fait. Notamment donc, ton partenariat avec YC. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, YC, incubateur, donc maintenant mondial, mais historiquement fondé par Paul Graham dans la Silicon Valley, à San Francisco. Incubateur qui a le meilleur retour sur investissement du monde et de l'histoire, si je ne dis pas de bêtises, avec une valeur de sous-gest qu'ils ont créé, entre guillemets, ou qu'ils ont aidé à incuber un truc du style 800 milliards, avec 100 milliards déjà rien que pour Stripe. Pareil à peu près pour Airbnb. Il y a eu quoi? Il y a eu DoorDash. Enfin, toutes les grosses boîtes américaines, on va dire, à partir de 2010, une grande partie d'entre elles, en tout cas, sont passées par Y Combinator. Est-ce que tu peux... On n'a pas de chiffre exact, ils ne donnent pas de chiffre exact sur leur performance, etc. Okay. J'avais trouvé un article qui disait
mais ça c'en est débile tellement c'est le fait, qui disait que si on prenait toutes les boîtes dans lesquelles Y Combinator avait incubé et avait du coup investi depuis la création, on était sur un taux de rendement annuel de 158%. Ok, ce qui est complètement, Ça, complètement et, irrationnel, mais c'est ouais. voilà. Mais je pense que ça peut être possible, hein, puisqu'ils Ouais, investissent. Peut-être que tu vas nous rappeler comment ils fonctionnent, eux déjà, et après toi, comment tu as fait pour avoir ce partenariat, parce que c'est hyper intéressant pour l'audience pas qui un nous écoute. partenariat. On est référencé au sein de YC, on a accès au deal YC. Ok, Je préfère être exact sur les mots, je veux pas qu'on s'imagine des trucs, quoi. ok, Et c'est voilà, et donc comme les investisseurs qui ont accès au Y Combinator et au deal qui est dans le sein du Y Combinator, nous on chasse à l'intérieur pour ensuite les proposer dans notre club, quoi. ok, très clair. Et est-ce que tu peux nous expliquer donc du coup comment il fonctionne? Parce que du coup, je suppose que tu as un peu accès quand même, tu dois voir une partie de l'interne, même si je suppose qu'il y a plein de choses qui sont cachées. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est hyper intéressant pour tous les fondateurs de startups qu'on a là, et il y a aussi des gens qui nous écoutent qui ont monté des incubateurs ou qui travaillent dans des incubateurs, quelles sont les bonnes pratiques de YC et qu'est-ce que toi, en tant qu'investisseur, tu arrives à voir quand tu fais cette chasse justement de startups là-bas? Alors, les bonnes pratiques, dans quel sens? Par rapport à la sélection des startups qu'ils peuvent faire, par rapport à l'accompagnement qu'ils peuvent prodiguer Moi, je sur. pensais essentiellement à l'accompagnement. La sélection, c'est autre chose. À la limite, ça, c'est leur business. Moi, je parlais surtout de l'accompagnement et comment ils les font exploser, entre guillemets. Ouais. Alors, en toute sincérité, moi, ma connaissance est imparfaite dans le sens où je me suis associé pour lancer ce business avec Nathan Benchibol et Steve Levy, et qui ont tous les deux beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine du venture capital. Steve Levy, lui, il a plus de 20 années d'expérience dans banque d'affaires. Il a dirigé la banque européenne de Stifel, qui est une grosse boîte, enfin une grosse banque d'affaires aux États-Unis. Et Nathan, lui aussi, il a tout un parcours. Il a bossé chez Meria aussi, où il a s'occupé de toute la compliance chez eux. Meria, la boîte Asher, pour ceux qui savent pas Ouais. de quoi on parle, quoi, qui est la boîte dans l'écosystème Web3 crypto qu'il y a en France. Et il a tout un parcours avant ça en banque d'affaires aussi. Donc, ils sont plus au fait, en fait, compte que moi sur cet aspect-là. Et comme le Investorix, on l'a lancé il y a un peu plus d'un an, là, on va pour la première fois, on en parlait juste avant, là, en mars, on va au Y Combinator. Donc, ça va permettre comme ça de rentrer davantage dans l'écosystème, d'encore plus, de mieux comprendre. Globalement, Y Combinator, l'incubateur, bon, ben, ils fournissent tout un accompagnement qui est organisé. Les détails, franchement, je les connais pas. Je sais qu'ils poussent en fait vraiment les entrepreneurs et les porteurs de projets startup à penser très loin, en mode ultra ambition, quoi. En mode je veux faire la méga licorne, je veux être le leader absolu mondial. Donc il les pousse dès le début. Et ça, c'est une approche intéressante, c'est que souvent on entend ça, c'est que au final, l'effort entre créer une boîte petite ou moyenne versus créer une boîte démentielle, il n'y a pas une différence. Je veux dire, si la boîte que tu vas créer va faire 100 fois plus, c'est pas 100 fois plus d'efforts. Et donc, sur ce côté approche efficiente dans l'effort, il les pousse à aller le plus loin possible en termes de target. Parce qu'au final, l'effort n'est pas le même multiple d'efforts que pour pouvoir atteindre la réussite de la boîte. Plus aussi tout l'écosystème. Je dirais que YC, je crois qu'ils ont genre 30 ou 40% des boîtes startup qui échouent, ce qui est ultra bas. Je pense que tous ceux qui connaissent l'environnement venture capital, Ah ouais. 30%, c'est très très bas, quoi. C'est extrêmement faible. Je pense que sur un incubateur classique, on est entre 90 pour les meilleurs et puis 98. Enfin, moi, je connais des incubateurs qui ont jamais sorti, dont peut-être 99% des boîtes meurent, hein. Ouais. Donc, là-dessus, je mets des guillemets sur ce chiffre parce que là aussi, on n'a pas de chiffre exact, donc c'est une estimation. Néanmoins, clairement, c'est beaucoup plus faible que ce que l'on peut avoir ailleurs. Et puis, au final, aujourd'hui, c'est un peu la prédiction autoréalisatrice avec le Y Combinator quand ils choisissent une boîte.
de par l'écosystème qu'ils vont apporter, de par l'environnement qu'ils vont créer pour cette boîte, les contacts auxquels elle va avoir accès, et de par le prestige tout de suite qu'elles vont acquérir. D'ailleurs, on a tout de suite une valeur qui augmente au niveau de la boîte parce que juste elle est estampillée « Je suis chez YC ». En fait, ça augmente les probabilités de réussite de la startup et de génération de retour sur investissement à la fois pour YC et pour les investisseurs qui se positionnent dedans. Donc voilà, bien sûr, ils ont un truc de formation bien segmenté, d'ateliers de travail, etc. Plus l'écosystème qu'ils possèdent et qu'ils apportent aux startups. Et toi, comment tu as eu accès à ce deal, ce partenariat? Comment ça s'est fait? J'imagine que c'est vous qui les avez démarchés. C'est quoi exactement le partenariat? Est-ce que c'est une promesse de OK, nous, quoi qu'il arrive, on va allouer 2 millions tous les ans chez vous? Est-ce que du côté de YC, c'est le bénéfice qu'ils en tirent, c'est cool, on va pouvoir lever plus de fonds pour des startups? Ou est-ce que carrément ils prennent aussi un fees sur les investisseurs externes? Comment ça se passe? Alors, du côté de YC, ils mettent un ticket au début de la boîte. Ils prennent pas de. Alors, est-ce qu'ils prennent un frais sur la levée? Je ne crois pas. Je suis pas sûr à 100%. J'ai peur de dire des bêtises, mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas le cas, puisque eux, ils acquièrent dès le début. Alors, je ne me rappelle plus. Ils donnent quelques centaines de cas. Pour un. Là aussi, je suis pas sûr des chiffres exacts, quoi. C'est peut-être 10% de la boîte, un truc comme ça. Et sauf erreur, ils prennent pas de frais sur la levée derrière. En tout cas, là, j'en ai pas, j'ai pas l'information. Au niveau de la manière dont on s'y est pris pour pouvoir accéder au deal YC, alors je vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce qu'il a fallu être malin. C'est du pur réseau à mort. Et concrètement, un peu comme tout entrepreneur startup, il a fallu les jouer un peu pirate, quoi. Donc, disons qu'on est rentré par la petite porte de derrière, jusqu'à se faire un peu connaître, avoir un nom et tout, pour in fine être référencé, être dans la base de données, être invité aux démodés. Alors les démodés, pour ceux qui savent pas, c'est des cohortes de startups. Alors avant, il y en avait 2 fois dans l'année, et pendant 24 heures, il y avait les startups de la cohorte, donc une cohorte était sur un semestre, qui présentaient aux investisseurs potentiels au sein de Y Combinator leur pitch. Donc ils enchaînaient pendant 24 heures. Tu avais une centaine de startups qui enchaînaient des pitchs de 5 minutes. Et donc, ça va très vite. Tu as les investisseurs qui disent « Ouais, j'y vais, je mets un ticket, je mets pas un ticket. » Et donc, voilà, ça maintenant, on est invité au sein des démodés. Là, maintenant, ils sont passés à 4 et ils sont surtout repassés en présentiel. C'est la raison pour laquelle on y va là en mars. C'est que on peut se rendre sur place en plus d'avoir la session, bien sûr, à distance. Et donc, voilà, sur la manière dont on s'y est pris, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais c'est vraiment, ça a été ça. Il a fallu être malin, quoi. C'est hyper intéressant dans tous les cas de voir comment, quoi que tu essayes de faire, même avec une institution, on va dire, connue. Et voilà, la méthode, c'est quand même souvent essayer d'être un peu, pirate et contourner. Je ne sais pas exactement du coup ce que tu as dû faire, mais contourner, on va dire, l'ordre établi. Et ça, même quand c'est de l'investissement, tu vois. L'investissement qui souvent paraît être un monde très lissé, très, très clair, très droit. Et en fait, si tu veux arriver à tes fins, il faut forcément faire des trucs d'entrepreneur, quoi. Ouais, complètement. Et enfin là-dessus, je peux peut-être donner un peu plus de détails, mais en fait le business, il a failli être tué dans l'œuf, parce que on avait un moyen d'accéder au deal Y Combinator qui est tombé à l'eau, et donc il a fallu trouver un autre moyen pour le faire. Donc voilà, comme toujours, le truc classique, hein, en tant qu'entrepreneur, on a une grosse surprise, ça met en danger le business, il faut trouver une solution. Donc tu cherches, tu utilises ton réseau, tu
tu fais jouer ton imagination, tu t'adaptes, voilà. Clairement. Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu des. Enfin, comment ça se passe pour les personnes qui sont au sein de ce programme? Je parle pas de YC, je parle de ton programme à toi qui permet derrière d'investir chez YC. On parle de club. Comment? On parle de club. Oui, du club, pardon, excuse-moi, du club. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des véhicules financiers? Est-ce que c'est vous qui récupérez toute la thune et c'est avec ce véhicule-là que vous investissez que après vous prenez les gains et après vous les dispatchez? Ou alors est-ce que c'est eux chacun de leur côté qui peuvent déployer le capital? Non, c'est exactement ça, hein, c'est assez classique, hein, c'est un SPV, on regroupe les investisseurs dedans, on investit dans la startup parce que les tickets, ils sont habituellement plutôt de minimum 100-200K. Donc, individuellement, ça commence à piquer quand même, sachant que l'investissement startup, c'est pas le truc que tu mets en premier dans ta stratégie d'investissement, quoi. Ça arrive quand même en termes d'étapes, de paliers en termes de classe d'actifs. C'est plutôt dans la partie la plus encore que tu vois, on dit que c'est la partie la plus risquée, mais pour moi, en fait, quand c'est comme pour tout, quand tu as une stratégie systémique, individuellement, c'est risqué. Mais en fait, si tu mets une stratégie d'ensemble, c'est pas si risqué que ça. D'ailleurs, même pour moi, le rapport risque-rendement de l'investissement startup est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant que d'un tas d'autres classes d'actifs, quoi. Bah, justement, du coup, ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux nous décomposer un peu la répartition de ton portefeuille entre, j'imagine, enfin, moi, je suis d'ailleurs sur ton canal Telegram, qui est un très bon canal. Je trouve ça très intéressant ce que tu partages. Donc, je sais que tu as les cryptos, je sais que tu investis régulièrement dans la crypto. Donc, c'est quoi le pourcentage de crypto que tu possèdes au sein de ce portefeuille, IMO, bourse et du coup, startup? Écoute, j'ai fait sur ma chaîne un point répartition de patrimoine qu'il faut que je finisse de tourner, mais j'ai des vidéos qui sont sorties au fur et à mesure. Donc, je prends mon mind mapping avec mes pourcentages. Comme ça me permet de te répondre de manière exacte. Alors, entre-temps, forcément, au niveau crypto, ça a évolué et tant mieux. Donc, aujourd'hui, la crypto, j'ai fait une vidéo avant-hier sur ma chaîne et ça représente 11,4%, un truc comme ça, de mon patrimoine net. Sachant que moi, j'avais fait des gros gains en 2020-2021, donc j'ai fait ma culbute à ce moment-là. Donc, je suis plutôt raisonnable en termes de répartition et d'investissement sur cette classe d'actifs. Ensuite, sur la partie, donc le sens aussi de ta question, je pense que c'était sur la partie venture capital, private equity, c'est ça? Ouais, l'ensemble, quoi. Du coup, il y a 11% de crypto. Combien d'IMO, combien de startups? Alors, j'essaye de retrouver là. Hop, je ne sais pas si vous faites du montage sur votre. On peut. On peut. Normalement, on laisse en mode discussion comme ça, mais il n'y a pas de souci. Nous aussi, ça nous arrive de chercher des chiffres. J'avais peur du temps que j'allais prendre. Ah bah voilà, private equity. Private equity. Alors, private equity, qu'est-ce que j'entends moi par private equity? J'ai le private equity que j'ai dissocié du venture capital, même si le venture capital est au final une sous-composante du private equity. Mais dans ma répartition patrimoniale, je l'ai dissocié parce que je trouve que c'est quand même différent en termes de stratégie. Ce que j'inclus dans le private equity, c'est au final des parts de sociétés dites matures. Donc, ça va être plutôt actuellement des PME qui sont là depuis plusieurs années, qui ont quand même un business qui tourne très bien. Pour moi, c'est plus des startups, quoi. Typiquement, là-dedans, tu vois, j'ai mis un ticket de 100K dans Green Bull il y a quelques années. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte qui fait des tas de trucs aujourd'hui. Mais en fait, Yann Darwin, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. C'est Yann qui, du coup, est un des associés. Après, moi, j'ai des fonds private equity dans lesquels j'ai investi. J'en ai actuellement, j'ai un fonds de fonds et 2 fonds en direct du côté d'Israël. Donc là, ça, c'est 17% de mon patrimoine net. La partie venture capital, donc qui inclut vraiment la partie investissement startup, là aujourd'hui, c'est 8%. Ok. Si on prend la partie venture capital plus private equity, ce qui en fait, encore une fois, venture capital est normalement une sous-composante du private equity, on arrive à 25%. Ok. Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal, effectivement. Ouais. Ce qui est pas mal parce que aussi, comment dire, en fait, moi, je suis encore,
je veux faire croître mon patrimoine. J'ai un objectif assez ambitieux. Enfin, certains le trouveront ambitieux, d'autres le trouveront petit joueur. Mais voilà, j'ai un objectif de patrimoine pour mes 60 ans. Et Quel donc, est-il, l'objectif? Tu peux le et dévoiler. de 100 millions, ce qui est pour moi la target nécessaire en termes de patrimoine. Dans ma vision de l'évolution de l'humanité, qui est le critère qui permettra en clair à mes filles de survivre. Voilà. On est Intéressant. assez raccord avec Tougan sur Ok. le Et côté Tougan se calme un peu d'ailleurs. Hein? Je pense que Tougan se calme un peu sur ça, de plus en plus. Il essaye d'avoir Ouais, une vision de plus en ouais, plus ouais. l'optimisme réaliste, Oui, plus oui, que oui, le absolument. pessimiste total, quoi. Absolument, absolument. Il m'a surpris dernièrement. Je l'ai vu il y a pas longtemps, c'était il y a une semaine et demie. On était ensemble à Dubaï. Ouais, on discutait aussi de la partie éducation, etc. Et là-dessus, ouais, il réfléchissait même à revoir son point de vue sur la France. Je dois avouer que ça m'a choqué. C'est l'impression qu'il me donne. C'est l'impression qu'il me donne à ce moment. Donc c'était intéressant. Il faudra faire une V2 avec Tougan où on refait ça par rapport à ce qu'on s'était dit il y a 1 an et demi. Mais tu sais, je lui ai demandé à Alex et il m'a dit qu'il était à la retraite médiatique. Ah ouais? Donc, il continue à faire des vidéos, semble-t-il, sur YouTube parce que ça Ouais, lui il fait fait pas mal de plaisir. live dernièrement. À la retraite médiatique. Mais c'est-à-dire que, en fait, sa théorie, et je trouve que c'est une théorie très, très vraie, c'est qu'il a suffisamment de thunes et il dit pourquoi je vais me faire chier à me faire insulter sur Internet en faisant des vidéos, des podcasts, des tweets. Donc maintenant, je m'en fous de tout ça et je pars à la retraite médiatique. C'est pas con. C'est pas con du tout. Ouais, il continue à faire des lives, donc je pense qu'il est dans une approche un peu comme Jean-Marie Corda, d'ailleurs, son pote, qui s'est concentré en termes de production de contenu sur, en clair, les gens qui sont en capacité de comprendre, quoi. Ou de pas envoyer de la haine, quoi. Ouais. Oui, vraiment nicher l'audience, quoi. On va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Pourquoi on a dérivé sur Tougan déjà Je pense qu'on parlait. Ah oui, de toi, de ton patrimoine, de l'objectif de ton patrimoine. Ouais. Et tu disais que c'était pour sécuriser en cas de voilà, quel que soit le scénario pour tes enfants. Si c'est le scénario le moins enviable, ce qui pour moi, en fait, je ne vois que mais je dois avoir un biais, notamment de ce qui émerge en termes d'IA, de robotique, etc. Pour moi, ça ne vient que servir le scénario en question à la Elysium, quoi. En fait, pour moi, il y a un fossé de plus en plus important qui va se créer entre ceux qui consentent de plus en plus Je pense que c'est déjà le cas en fait avec l'IA. Je me demande si tu vois des gens comme Musk ou Sam Altman, ils n'ont pas aujourd'hui une partie de la puissance de calcul de ce qu'ils ont créé, qu'ils s'octroient en fait pour avoir des résultats en termes de prédictibilité, d'évolution des marchés, etc., une avance phénoménale sur le reste du monde. Ouais, déjà, tu le vois, ne serait-ce que dans ce qui s'est passé. On va faire une première petite dérive, évidemment, mais dans ce qui s'est passé politiquement ces dernières semaines, ces derniers mois, où là, je pense que si ça restait à prouver, évidemment, je pense que c'était déjà le cas avant, mais là, ça a été prouvé très précisément, l'influence maintenant qu'ont la sphère technologique au sens réseaux sociaux, IA, et puis le fait d'être milliardaire de la tech et donc toute cette image qui va avec, la puissance du truc. Et je pense que là, ça a été montré de noir sur blanc à tout le monde, quoi. Et ce que tu dis, ce qui est peut-être vrai sur les ressources de calcul, mais même si ça, c'était pas le cas, le cas n'est plus à démontrer, à mon avis, parce que il y a une avance qui est prise. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment les grosses boîtes d'IA sont rattrapables. On prend les 3-4 grosses, hein, on va dire, plus les 3-4 GAFA, si tu veux, parce qu'eux, ils ont tellement de cash qu'ils pourraient éventuellement forcer le truc et acheter ce qui est nécessaire. Mais au-delà de ça, je ne vois pas aujourd'hui comment une startup pourrait rattraper, à moins que les mecs aient des vrais génies, tu vois, des vrais génies sous le Comment coude. ils ont fait Mistral AI
pour rattraper leur retard aussi vite. J'ai l'impression qu'ils ont popé du jour au lendemain et directement leur outil était plutôt fonctionnel. Tu sais où est-ce Alors qu'ils ont attention. popé la data ou pas? Ouais, Pardon. vas-y, Cédric. Je disais, c'est une bonne remarque, effectivement. C'est vrai qu'on a eu l'impression un peu qu'ils ont popé du jour au lendemain. Mais justement, Tougan me disait que c'était un collègue de classe à lui et que apparemment, il bosse sur le sujet depuis un moment, quoi. Donc, je pense qu'ils n'ont pas popé du jour au lendemain comme ça. Par contre, je dois avouer que je me suis pas du tout tenu au courant, certainement parce que j'ai un côté French bashing et que je me dis, c'est en France, ça va faire de la merde. Désolé pour ça, hein, mais je donne sincèrement le biais que j'ai dans ma tête, quoi. Donc, je m'y suis pas intéressé, peut-être à tort. Mais je sais pas en termes de performance, est-ce que vraiment ils tiennent la dragée haute à un OpenAI? Il semblerait que les résultats soient extrêmement qualitatifs. Ils ont signé des gros partenariats avec des boîtes il y a quelques semaines, enfin sur les derniers mois. Et il semblerait que tout le monde, nous on a des investisseurs en commun avec eux, et de discussions que j'ai eues, on va dire juste après l'été, donc vers septembre-octobre, le truc, enfin on va dire le sentiment général, c'était que avec beaucoup moins de moyens, ils se débrouillent vachement bien. La phrase exacte était: c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec des bouts de ficelle. Les bouts de ficelle, ils ont quand même levé 600 millions, donc ça fait Ouais, mais beaucoup. c'est de la poussière à côté de. Alors, regarde ce qu'il a foutu Musk avec sa ferme de puissante en intelligence artificielle. Enfin, c'est. Ah mais clairement. Et visiblement, les mecs sont très forts. Donc c'est vrai que c'est un peu comment dire, l'exemple qui confirme la règle, mais en effet, enfin le cas particulier, pardon. Euh, mais eux, ils ont l'air de vraiment bien s'en sortir et d'être très solides. Donc ça, je pense que ça va être la grosse curiosité, moi, à voir dans les prochains mois, c'est est-ce qu'ils vont vraiment réussir à y arriver. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 jours, ils ont annoncé qu'ils voulaient s'introduire en bourse. Donc là, ils iraient chercher beaucoup de liquidités. Et si là, le produit est bon, ils vont peut-être pouvoir aller chercher assez de liquidités pour se battre contre un OpenAI qui, pour l'instant, OpenAI, même s'ils sont méga forts, reste très déficitaire, non coté. Et niveau liquidité, il faut qu'ils relèvent des fonds. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi eu l'annonce des 500 millions là, pour le projet Ouais, Stargate aux US. 500 milliards. 500 milliards, pardon, Ouais. 500 milliards, oui, bien sûr. J'allais reprendre. On s'en fout. Non, 500 milliards. Et ce qui est quand même complètement délirant. On parle là sur la course à l'IA de chiffres et de violence dans les investissements qui sont complètement hors marché. Enfin, tu confirmes, D'ailleurs, j'ai jamais vu ça. au sein de YC, il y a énormément de deals qui sont liés à l'intelligence artificielle, hein, forcément. Soit 60%. alors écoute, je vais trop sortir les chiffres parce qu'on a fait un live dans mon club InvestorX il y a une semaine et demie et j'ai fait justement j'ai donné des chiffres justement sur l'évolution du venture capital. Donc on est domination de l'IA dans le capital risque. Alors attends, en 2024, les startups IA ont attiré, donc c'était 37% des financements en capital risque dans le monde, par contre. Tu vois? Ok. 37% étaient liés à l'IA et c'était 37% du volume d'argent injecté. Mais ce n'était que 17% des transactions. Ok. Tu vois. Donc le niveau de valorisation, forcément, tout de suite des startups IA est. Voilà. C'est logique, il y a une espèce comme on a pu le voir sur d'autres thématiques, tu vois, ça le vend en poupe. Donc dès que tu mets estampillé IA, d'ailleurs, on a écarté une boîte il n'y a pas longtemps là. Au sein d'InvestorX, parce qu'on fait la sélection, parce qu'en fait, la boîte, elle existe déjà depuis 9 ans. On s'est dit, ok. Et en fait, ils ont mis, tu vois, ils ont un point IA. Sauf que dans le truc, il n'y a pas vraiment de choses qui sont liées à l'intelligence artificielle, quoi. Juste, ils ont rajouté un point IA pour dire, là, on a besoin de relever, il nous faut du fric, donc on va rajouter IA, tu vois. Il faut faire gaffe à ça aussi en termes de startup et de venture capital. Il y a le même effet qu'on a pu avoir avec la bulle .com, où tu rajoutais .com dans le nom de ta boîte sur bourse, et puis tout de suite, elle prenait de la valo, quoi.
Alors ouais, j'ai digressé, pardon, sur le côté, le nombre de boîtes dans le domaine de l'IA. Aux États-Unis, 46,4% de la valeur totale des transactions et 28,9% du nombre de transactions sont liées à l'IA. Incroyable, c'est-à-dire qu'une startup sur deux n'est que dans, entre guillemets, un seul domaine, même si l'IA est répartie sur plein de domaines. Mais... Une sur trois en termes de quantité de transactions, Pardon, mais ouais. ça a capté 46,4% de la valeur totale des transactions, Ouais. ce qui est énorme. 1 euro sur 2 déployé, entre guillemets. Ouais, t'as raison. Et ouais, c'est assez incroyable. Et alors, du coup, c'était évidemment la question suivante. La question que je voulais te poser depuis tout à l'heure, c'était, et au vu de tout ce qu'on vient de se dire, de ta position sur le marché, de tous les deals que tu vois, c'était quels sont les grands trends? Alors, bon, tu en as donné un qui est évident, c'est l'IA. Est-ce que tu en vois d'autres, des grands trends ou des signaux faibles, tu vois, des trucs que personne ne voit actuellement et où tu te dis ça, dans 6 mois, 1 an, ça cartonne? Dans 6 mois, 1 an, en termes de quoi? En termes de hype, en termes d'explosion du secteur, tu vois, c'est différent. Tu vois, tu peux avoir le côté la hype sur l'investissement et l'explosion en fin de compte du secteur. Dans quel sens c'est la question? C'est déjà, c'est une excellente précision parce que pour la plupart des gens, quand quelque chose explose, il explose, tu vois. Et on se dit, ça marche, le secteur marche, et du coup, ça déclenche une hype. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a des secteurs qui génèrent pas tant d'argent que ça. Et aujourd'hui, si on enlève les vrais outliers, c'est le cas sur l'IA. Il y a encore beaucoup de petites boîtes sur les petits deals qui sont. Bah, Pourtant, d'ailleurs, il y a une énorme hype. 74% des transactions IA étaient en seed. Tu vois, donc On est au carrément début. là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ne font quasiment rien actuellement. Ouais. Et pour la plupart, ils ne génèrent pas de fric. Ils ont même, tu vois, à peine un produit, quoi. Alors, dans un premier temps, parlons de la hype. À ton avis, hors IA, on met IA de côté pour l'instant, c'est quoi, d'après toi, de ce que tu vois, les prochaines hypes, les prochains trucs qui sont en train de commencer à s'emballer? Franchement, sur un horizon de 6 à 12 mois, Wow, tu peux 2 ans si tu veux. On peut même l'élargir. franchement, la question de temporalité est toujours quelque chose de difficile. Mais moi, il y a un truc que je me mets un peu plus à creuser. Là, d'ailleurs, j'ai rejoint il y a mon ami Gabriel, du coup, qui a lancé un club d'investissement dans le domaine des startups de la longévité. Ouais. Et donc, ça fait un moment, moi, qu'on en discute de ce sujet. Moi, c'est un truc qui m'intéresse d'un point de vue personnel aussi et que j'applique dans mon quotidien. Et je pense que le domaine de la longévité, les biotech, en fin de compte, ça, c'est un secteur, je crois, qui a le potentiel d'exploser. Luc, je te laisse. Je sais que c'est ton dada, je ne peux pas poser les prochaines questions, elles sont forcément pour toi. Non, en fait, moi, je pensais qu'initialement, tu allais parler de l'énergie. Parce qu'en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit que Enfin, c'est quelque chose que je trouve passionnant. C'est aujourd'hui, et c'est passionnant et c'est flippant, aujourd'hui, les personnes qui sont le mieux positionnées dans l'IA sont aussi le mieux positionnées dans l'énergie. Quand on sait que OpenAI, avec Sam Altman, il est lui-même investisseur d'une boîte qui est pas loin, d'après ses dires, d'arriver à la fusion nucléaire, qui est censée nous donner presque de l'énergie gratuite à l'infini. Pardon? La fusion nucléaire, fusion froide, tu veux dire? La fusion nucléaire, en l'occurrence, on l'a déjà depuis longtemps, non? Non, il y a une différence entre la fission et la fusion. Ah, d'accord, ok. La fission nucléaire, on l'a depuis, voilà, c'est le nucléaire comme on peut l'avoir aujourd'hui. La fusion nucléaire, c'est de l'énergie. Sur le sujet, c'est. Donc, ok, j'ignorais. Non, ouais. Et du coup, tu vois, et finalement, en fait, toutes les problématiques sont liées. Parce qu'aujourd'hui, la grosse problématique pour les grosses boîtes d'IA, c'est la consommation énergétique. Non seulement ça pollue énormément, mais bon, au-delà de ça, ça consomme énormément, c'est extrêmement, extrêmement cher. Et donc, si en plus, ils peuvent maîtriser leurs coûts grâce à la fusion nucléaire, et donc grâce à l'énergie quasiment infinie, pour pas très cher, et propre, là, ils peuvent tout faire en fait. Il y a plus de limite dans la puissance de calcul, ce qui est absolument fascinant. Et puis forcément, tu as cité la longévité. Je te rejoins à 36 000%. Et en fait, je pense que dans les investissements qui vont suivre et qui peuvent cartonner, et dis-moi si c'est quelque chose que tu vois dans les flux d'argent qui sont distribués, c'est vraiment toutes les industries qui tendent vers l'infini, c'est-à-dire l'intelligence infinie, c'est-à-dire l'énergie infinie, c'est-à-dire la vie infinie. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais.
ou alors aussi peut-être les ressources infinies entre guillemets avec la conquête spatiale, les personnes qui vont essayer de faire du minage d'astéroïdes. Bon, c'est autre chose ça. Mais j'ai l'impression qu'on là où avant, et on en a parlé plusieurs fois avec Alex, c'était sur le software, c'était comment on optimise. Là, c'est comment on accède, c'est comment on change de game en fait. Ouais. Ouais. Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, effectivement, le domaine de l'énergie. Alors, pour ma part, je ne l'ai pas identifié comme un secteur qui allait exploser d'un point de vue startup. J'ai identifié comme un secteur sur lequel il était intéressant. Donc, justement, en fait, il y a 2 semaines de ça, j'ai commencé à bosser sur une sélection d'ETF liés à l'énergie, en me disant, moi, ça serait peut-être pas mal quand même de mettre un ticket là-dessus sur un horizon justement de 1, 2, 3 ans. Par contre, en termes de start-up, c'est tellement un niveau de tech élevé que la barrière à l'entrée est démentielle pour moi. C'est de la hard tech, quoi. Et en fait, je ne vois pas passer de start-up qui se lance dans le domaine. Et donc, je ne vois pas d'opportunité là actuellement, même tout simplement passer sur l'énergie. Alors, peut-être que Il y tu en as a un pour le deal coup. bien, Ouais. mais moi, en tout cas, dans les deal flow où on s'abreuve, je vois pas de choses. Tu vois, alors, sachant que nous, on est en pré-seed et seed, quoi, principalement. Mais à ce niveau-là, à mon sens, la barrière à l'entrée dans ce domaine-là est tellement haute en termes de fonds nécessaires, en termes de niveau d'expertise, en termes au final, de technologies déjà existantes, et puis d'enjeux stratégiques qu'il y a derrière, que voilà, franchement, j'en vois pas, et du coup, je l'ai pas identifié comme un secteur qui pouvait exploser d'un point de vue startup. Alors, pour le coup, il y en a. Et en fait, finalement, c'est la même réflexion qu'en 2017 avec le lancement d'OpenAI et Sam Altman. Oui, et Sam Altman, ouais. Aujourd'hui, ça nous paraît impensable, mais à l'époque, ils se sont lancés alors qu'ils avaient accès à pas forcément beaucoup de bases de données. Ils se sont lancés en compétition par rapport à Google parce que Elon Musk s'est frité avec le CEO de Google et il s'est rendu compte que finalement Google voulait développer une mauvaise IA, si je reprends ces termes, et donc il s'est dit c'est impossible, il faut absolument qu'on puisse développer notre bonne IA, et donc on se lance avec Sam Altman via une association de base pour développer l'IA. Mais il partait avec beaucoup de cash, mais finalement assez peu de moyens industriels. Et aujourd'hui, en fait, on voit la même chose avec l'énergie, où on voit des startups alors, qui immédiatement font des sites qui sont assez élevés. Là, il y en a deux sous les yeux, pour les personnes qui nous écoutent. Il y a Helion Energy, Helion Energy.com. D'ailleurs, sûrement que c'est la fameuse boîte de Sam Altman, d'ailleurs, à vérifier. Mais je crois que je suis à peu près sûr que c'est celle-là, celle de Sam Altman. Ok. Et une autre aussi que j'ai vue que je trouve fascinante, c'est AntaresIndustries.com. Donc Antares, A-N-T-A-R-E-S, Industries avec IUS à la fin, .com. Donc ils ont la gueule de startup, ils ont le langage de la startup, ils ont les designs qu'on peut voir sur les sites internet de startup. Mais forcément, c'est pas les trucs c'est que de la recherche pour l'instant, c'est que de la recherche, et donc ils sont pas mis au premier plan. Donc il y en a, pour le coup, il y en a, et c'est pas juste des EDF, des EDF. C'est pas juste des Total Energy, des EDF qui investissent là-dedans. Alors je dis pas qu'il y en a pas, hein, attention, hein, c'est que moi, dans les deals que je vois passer, sachant que bien sûr, moi je regarde des deals, sur InvestorX typiquement, on se met à 3 pour décider de est-ce que c'est un go no go sur les deals, quoi. Mais avant ça, en fait, c'est Steve qui fait tout le travail, où lui il a tout son réseau en termes de banques d'affaires, de banques privées, de fonds d'investissement, d'autres incubateurs. Mais moi, à mon niveau, j'en vois pas passer. Et tu vois, ce que tu as évoqué, est-ce que dans l'écosystème startup, seed pré-seed, ça reste pas un épiphénomène en fin de compte? Je nie pas l'existence, juste en termes de volumétrie sur l'ensemble des startups qui se créent. Je voulais là lancer avec Perplexity une requête pour savoir quel est le pourcentage de startups dans le domaine de l'énergie qui se lancent, parce que je suis assez curieux de savoir. Je mettrai mon billet quand même que c'est un petit pourcentage. Et typiquement, les projets que tu as évoqués là, toi, tu as accès au deal? Ah non, pas du tout. Moi juste, je lis des articles et je les mets de côté. Et je pense que il faut avoir. C'est beaucoup une notion de réseau, hein, pour accéder aux meilleurs deals startup.
Et typiquement, je pense que c'est c'est compliqué d'accéder à ce type de deal, quoi. Tu vois, ceux que tu as évoqués en tout cas, où derrière, tu as des gros, tu as des gens qui ont déjà du réseau, qui ont déjà de l'argent. Donc, Mais est-ce que aussi YC n'est pas spécialisé dans les softwares et un peu moins dans la deep tech physique, type robotique, type énergie? Est-ce que finalement il y a pas des est-ce que tu pourrais pas avoir le même type de deal que tu as aujourd'hui avec YC avec des d'autres fonds d'investissement qui eux sont spécialisés sur l'énergie, sur la deep tech physique? eh ben, alors oui, effectivement, au niveau de YC, clairement. Ensuite, par rapport au deal flow que l'on peut avoir par ailleurs, typiquement là, je te parle d'il y a quelques jours, on a étudié, tu vois, une startup qui, en fait, a créé, c'est du hard tech dans le sens où ils ont mis en place des partenariats avec des Stellantis, des constructeurs automobiles, etc. En fait, le principe, le produit, ce qu'ils veulent vendre, eux, c'est le fait que tu vas à la pompe à essence et tu n'as plus besoin de sortir la carte bleue. Il reconnaît ta voiture. Ça paye automatiquement. Juste, tu as l'autorisation, du coup, il reconnaît ta voiture. Et, ok, je t'ai reconnu, tu peux prendre le pistolet, du coup, pour pouvoir recharger en essence ta voiture. Et ça fluidifie complètement cette partie-là, avec aussi l'idée de l'étendre au péage, etc. Et même à la partie électrique, même si c'est déjà quelque chose qui est en place. Donc ouais, on voit passer ce genre de deal en termes de hard tech, mais effectivement, tu as raison, plutôt en dehors de YC et souvent avec un niveau de maturité quand même un peu plus important. Tu es plutôt là sur un truc en série A, par exemple, que en seed ou pré-seed. Et en série A, là, ils commencent tout juste à faire du chiffre d'affaires, tu vois. Ok, ok. Euh, moi, il me reste à peu près 2 questions. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques minutes, même si je pense savoir ce que tu vas dire, mais quel est ton processus de sélection pour aller sur une startup? Donc, j'ai compris que dans ton équipe, il y avait quelqu'un qui préparait tout le deal, qui enlevait tout ce qui allait pas, mais on va dire, quand toi, tu es dans la pièce, après, le processus final pour se dire go ou no go. Oui. Ça là-dessus, il y a quelques mois, on en a fait un workshop en fait dans InvestorX justement. Oui, je vais te reprendre mon mind mapping du workshop aux questions. Comment je l'avais appelé? Ah punaise. Critères. Ah. Grille de sélection. Voilà. Ok. Donc, pour ma part, ma sélection, puisque j'ai investi dans des startups avant de lancer, bien sûr, InvestorX, Ouais. dont j'ai eu des petits succès. Ouais, en termes d'exit, je n'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait 3, un x6 en 2 ans, un x4 en 2 ans et un plus 50% en 4 mois. Mais bon, sur les startups, on est sur des temps longs. Hein, c'est un horizon de 5 à 10 ans. Donc moi, mes critères de sélection, voilà, je les ai sous les yeux, par ordre d'importance. Déjà, fondateur associé. Ouais. Pour moi, ça. Alors déjà, j'aime pas quand il y a trop d'associés. Typiquement, dernièrement là, je dis non à un deal startup où il se lance. C'est intéressant pourtant le projet, mais pour moi, ils sont trop. Tu vois, ils sont 6. Ouais. Ce qui augmente, à mon sens, les probabilités de survenance d'un risque, de friction, de mésentente, tu vois, des problématiques il y en a un qui tire tout le projet, d'autres qui apportent pas autant de valeur, donc ça crée voilà, des mésententes, des problèmes, etc. Donc pour moi, ça c'est un risque. Pour moi, c'est le socle, les fondateurs, les associés. Tu peux avoir une mauvaise idée, tu peux avoir un mauvais timing, mais si tu as des gens qui ont un esprit capable de se réinventer en permanence, de trouver des solutions, ils pivoteront, ils trouveront un moyen de faire du fric. Et ça, franchement, avec mon expérience de quelques dizaines de startups dans lesquelles j'ai pu mettre des tickets, ça s'est vu. Tu vois, j'ai pu avoir suffisamment de retours là-dessus sur tu vois, où ils arrivent au point mort. Et, tu vois, ils disent putain, on est en train de se planter.
Et parce que les associés tiennent la route, bah, ils sont capables de dire bah, OK, je mets mon ego de côté, on a eu tort. Bon, OK, comment on fait, les gars, pour pivoter, trouver le moyen de se réinventer, faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, grosso modo, les fondateurs, les associés, la complémentarité. Ça, tu le ressens aussi souvent lors des entretiens où tu discutes avec eux. En tout cas, moi qui fais passer des dizaines d'entretiens littéralement aux gens qui rentrent dans ma communauté Youmento, c'est un truc qui est pour moi hyper important. Je fais des vidéos conf. Tu vois, je regarde les micro-expressions, la manière dont la personne parle, quel regard elle a sur son, c'est dans mon processus de sélection, quel regard elle porte sur son passé, la manière dont elle parle des personnes qui ont pu croiser son chemin, la manière dont elle va parler des gens qui parfois avec qui ça s'est mal passé. Et ça, c'est voilà, moi, c'est en tout cas dans les entretiens, c'est un truc auquel je fais attention. Voilà, quelle est l'alchimie, comment ça se passe, et puis aussi le mindset des fondateurs et associés. Pour moi, c'est le socle. Ok. Donc, le plus important, c'est ça. Et parfois, moi, il m'est arrivé de mettre des tickets où je me disais, ben, je suis pas certain de l'idée, etc. Mais le gars, ben, il a déjà créé des boîtes, il a déjà vendu, il a déjà de l'expérience. Il sait ce que c'est de gérer des gens. Il sait ce que c'est de se confronter au marché. Tu vois, il a un track record et il a aussi le mindset. Ah, c'est pas grave, je mets un ticket parce que je sais qu'il trouvera le moyen de générer Ouais. du fric, de faire un truc qui fonctionne. Il va s'en sortir. Ouais, je vois très bien. Euh, Valorisation, hein, bon, il faut. Alors, c'est pas forcément le plus important parce qu'au final, je pense qu'il faut pas se focus là-dessus, dans le sens où tu achètes une potentialité. Et est-ce que si tu as une potentialité de dingue et que tu as, tu vois, les fondateurs, ça va, et puis tous les autres critères dont je vais parler après qui sont OK, si la valorisation est genre un x2 de ce que tu estimes, mais que tu te dis, putain, mon truc, il peut faire le truc peut faire un x100, au final, est-ce que c'est vraiment important, quoi? Je pense Ouais. pas. Là, typiquement, tu aurais, au début de Google, on t'aurait dit d'investir franchement, de refuser d'investir dans Google parce que tu trouves que la valorisation est 2 fois plus importante que ce qui te semblerait cohérent. Bah, au final, c'est une connerie, quoi. Tu vois, et en tant Ouais. qu'investisseur startup, on achète de la potentialité, c'est ça. On n'achète pas forcément, on n'achète pas une valorisation, même s'il faut quand même y faire gaffe. Faut pas non plus que tu aies l'impression que les fondateurs se foutent de ta gueule, quoi. Typiquement, un truc sur la valorisation, nous, un truc, quelque chose qui nous est arrivé, c'est que on dit OK, je suis à un niveau de valo. On se reparle 2 semaines après avec le fondateur. Il dit bah en fait j'ai augmenté la valo parce qu'il y a plus de monde qui vient taper à la porte. Donc maintenant bah c'est plus 50%. Et à vrai dire c'est pas le plus 50%, mais c'est plus le move. Ouais. Ça, et on revient à la partie fondateur où nous on dit bah non sans nous. Voilà, je trouve que c'est pas très fair d'arriver à dire ah j'ai beaucoup de demandes. Ouais bah j'augmente la valo de plus 50. Comme ça je vais lever plus. Bah, voilà, on est en tout cas nous on n'est pas aligné avec le move et du coup ça c'est un truc qui fait sortir. Donc voilà, quand même regardez la valo. Typiquement si tu dis bon ben si c'est complètement décorrélé de ce qui se fait dans les startups du même type, dans un marché similaire, dans un environnement similaire, tu es à un fois 10 par exemple, ce qui arrive hein, parfois, bah forcément là il faut quand même se poser des questions. Parce que Ouais. si tu as x10 en termes de décorrélé de x10, ça veut dire qu'il va falloir rattraper tout ça pour déjà potentiellement générer du retour sur investissement. Tout à fait. Et là, on en vient à ce qui est en liaison directe avec ce que je viens de dire, le potentiel de gain. OK. Ben, c'est une telle valo. Qu'est-ce que je pense que c'est quoi la potentialité de gain que j'achète? Parce que l'investissement startup, ben, vous le savez, hein, en fait, tu joues en approche systémique. Tu vas pas juste dire ah ben je vais mettre un ou deux tickets. D'ailleurs ça c'est une erreur, mais tellement classique tu vois d'entrepreneurs. Ils ont fait leur exit. Ok, ils ont leur ticket de quelques millions, voire des dizaines de millions, et puis se disent ouais ben maintenant ok je vais investir dans les startups parce que moi je comprends l'entrepreneuriat.
Et maintenant, je veux foutre, ce qui a été ma réflexion, je veux foutre du fric sur des gens qui font pour moi. C'est eux qui vont se fatiguer. Et moi, je regarde le truc grandir. Et comme ils n'ont aucune expérience, tu vois, ils voient un des premiers deals et ils se disent, ah ouais, non, mais en fait, je suis tellement convaincu. Ah, mais c'est celle-là qui va marcher et tout. Et ils mettent un gros ticket dessus. En disant, ah, tu vois, j'ai la conviction. Et c'est un gros classique où au final, ça finit à zéro, quoi. Potentiellement en quelques mois. Je prends un exemple de quelqu'un comme ça qui avait mis un ticket de 600 000 balles, ce qui était une somme importante par rapport à son niveau de patrimoine et ce qu'il avait pu générer. Et en 6 mois, plouf, fini. Typiquement là-dessus, donc il faut jouer en mode stratégique, c'est-à-dire que tu te fais un portefeuille de 25 à 30 startups minimum sur un horizon de 3 à 5 ans. Pourquoi 25 à 30 startups? Parce que c'est le nombre d'occurrences nécessaires pour pouvoir commencer à capter, c'est la loi des grands nombres, la valeur moyenne générée par l'écosystème. Sachant que là-dessus, tu vas avoir forcément une moyenne de retour sur investissement qui va être différente entre l'écosystème français, l'écosystème américain, et à l'intérieur de l'écosystème américain, encore différent au niveau de la Silicon Valley, et à l'intérieur de la Silicon Valley, encore différent dans le Y Combinator. Donc, dans ta théorie d'investissement, d'où la théorie d'investissement qui est très importante et les critères de sélection que je vous évoque là maintenant, pour au final activer la loi des grands nombres et faire en sorte que là-dedans, tu as la loi de puissance où tu as juste quelques deals qui vont te faire en fait toute la performance ou quasiment toute la performance de ton portefeuille de startup que tu auras créé. Donc voilà, le potentiel de gain, et ça je fais donc la liaison sur le fait qu'on achète de la potentialité de manière à pouvoir avoir maximiser ce retour d'investissement sur l'ensemble du portefeuille de startup que l'on crée. Les possibilités d'exit, c'est-à-dire au niveau des startups, donc on va pouvoir sortir soit avec une nouvelle levée, soit un rachat de la startup, soit une startup qui rachète ses propres parts. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ce qui est rare, hein, mais ça arrive. Tu vois, Ouais. et tous les fondateurs ils se disent ouais, c'est bon, on se débarque des investisseurs. Ok, on vous rachète vos trucs et puis on continue de notre côté. Ou le classique IPO. Mais c'est pas l'IPO, c'est l'ultime game, quoi. C'est là où on va rug sur le retail, quoi. Exact. Mais c'est tellement ça. Je crois que j'ai vu une stat comme ça où c'était genre 75% ou 80% des startups, enfin des boîtes qui se lançaient en IPO, ou 6 mois après, ça valait beaucoup moins, ou un an après, ça valait beaucoup moins. Mais c'est vraiment ça. Tu t'ouvres au retail, tu prends ton ticket, et en fin de compte, c'est le retail qui mange, quoi, le down, quoi. Donc les possibilités d'exit, c'est ça. C'est quoi la vision des fondateurs, tu vois, pour apprécier les opportunités qui va s'offrir à toi en tant qu'investisseur. Si le gars, tu vois, dès le début, il dit non, mais moi je suis en fait, c'est le cas sur certains de mes dossiers. Le gars, il dit dès le début, hein, moi je veux monter un truc et je veux sortir dans 5 à 10 ans parce que je sais que de toute façon, je serai plus la bonne personne pour pousser la société plus loin. Tu as des entrepreneurs qui ont ce niveau de maturité, qui se connaissent déjà assez pour savoir que, OK, ils sont très bons pour lancer le truc, le faire arriver jusqu'à un niveau, mais pour les phases d'après, c'est plus les bonnes personnes. Et donc, ils se disent, bon, je prends mon ticket sur un horizon de 5 à 10 ans et je vais faire, tu vois, un rachat par une plus grosse boîte, ce qui est assez classique. Ils ont déjà souvent identifié les potentiels de sortie. Donc ça, c'est un truc, je trouve que c'est important pour moi, c'est fondamental de le prendre en compte parce que tu peux avoir un multiple de x60 sur le papier. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu un multiple de x60 comme ça sur une startup. Et puis voilà, l'opportunité de sortie s'est pas présentée. Et en fait, là où mon investissement était à x60 est descendu à moins 90%. Quoi. Ouais. Donc là-dessus, sur les startups, tant que t'es pas sorti, quoi. Ouais, c'est clair. Tu peux te branler sur la valorisation, mais Ça change pas grand-chose. Ouais. sur rien, ouais. Ensuite, bien sûr, la monétisation. Ok, c'est quoi leur moyen de monétiser? Est-ce que ça te paraît cohérent? Alors ça nécessite un minimum de compréhension du secteur, de la tech, je pense d'avoir quand même un certain niveau d'expérience d'entrepreneuriat. Scalabilité, effet d'échelle.
Donc là, c'est lié aussi à la potentialité de valorisation au final de la société et donc de gains pour l'investisseur. L'unfair advantage, ok, est-ce qu'ils ont des choses qui font qu'ils ont une probabilité de réussite qui est plus importante que d'autres qui se mettraient à faire la même chose qu'eux? Ça peut être des brevets, des connaissances spécifiques, un réseau particulier, des partenariats, une marque, une réputation, un coût de transfert ou de friction à la sortie pour les clients. Le marché, d'une manière générale, est-ce que le marché, en fait, est en croissance? Tu vois? Parce que c'est beaucoup plus facile de lancer une boîte où, en fait, tu as une croissance de 10, 15%, 20% annuel et que de le lancer sur un truc qui stagne ou qui décroît. Je pense que tout le monde le comprend, c'est le principe de prendre la vague, quoi. En termes d'investissement, c'est pareil pour les cryptos en ce moment, c'est on prend la vague. Très clairement. Comment la marge? Ok. Comment va fonctionner la marge? Est-ce que ça va être une grosse marge sur un marché restreint, une petite marge sur un gros marché, une grosse marge sur un gros marché? Donc de comprendre comment la captation de valeur va se faire. Et puis d'une manière générale, ça c'est un peu au feeling, au doigt mouillé, mais l'alignement des planètes, est-ce qu'on a l'impression que ils sont là au bon moment? Et après, je vais donner les éléments dans l'ordre parce que, encore une fois, tout repose sur les fondateurs, les associés. Même si certains trucs, tu dis, je suis pas certain. Mais si derrière, tu dis, les fondateurs, les associés, ils sont bien câblés, ils connaissent bien le secteur. Typiquement, là, derrière moi, on a investi sur une boîte où on a des signaux qui sont vraiment excellents en termes de traction, en termes de revenus qui se mettent à générer. C'est absolument pas sexy. C'est une startup qui s'appelle Naboo et qui est dans la logistique au niveau du transport de fret. Ouais. Sexy J'ai vu comme. passer. T'as vu passer? J'ai vu passer la boîte. Je sais plus pourquoi on s'est retrouvé dans un. Je pense qu'on doit avoir soit un investisseur commun, on s'est retrouvé dans une conférence ou un truc. En tout cas, je vois le sujet. Ouais. Ok. T'as fait La ce boîte, là récemment? c'est Naboo, Nabu. Ouais. Voilà. Et donc, on a investi dedans. Et voilà, nous, on a forcément les infos maintenant en tant qu'investisseur. Et bon, ça part très, très, très bien. Et typiquement, l'un des avantages du fondateur, c'est que, des associés, c'est qu'ils connaissent très bien le secteur. Voilà. Donc, ça crée une barrière à l'entrée pour des gens qui voudraient faire la même chose. Et puis, ça, c'est aussi un truc en termes d'investissement. Souvent, le rendement, il va chercher parce que tu as de la friction, soit pour accéder à l'investissement, soit pour comprendre, en fait, comment le rendement peut être généré. Et en l'occurrence, là, clairement, c'est un truc, c'est pas sexy. Tu vois, c'est beaucoup plus. Il y a des tas d'autres secteurs qui sont beaucoup plus porteurs parce que c'est la hype, etc. Donc, il y a une notion d'IA dans leur domaine. Tu vois, là où ils prennent 4 heures pour faire une tâche, en fait, la valeur ajoutée qu'ils apportent, c'est que un client, là où il y a une personne qui met 4 heures pour faire une tâche, maintenant il met 8 minutes. C'est démentiel, hein. Vraiment, les chiffres sont excellentissimes. Et bon, voilà pour répondre à ta question. Désolé, c'était peut-être un peu long. Non, mais ça avait le Ah. mérite d'être au contraire hyper large et de bien comprendre ton processus d'investissement, ce qui est hyper intéressant. Hein. Merci. Hyper intéressant. Bah, et du coup, évidemment, dernière petite question. Sauf si tu en as une, Luc, avant, je sais pas. Non, moi j'avais une question sur la crypto, mais peut-être que ce sera l'occasion d'un prochain podcast aussi. Ouais. Est-ce que ta question, Alex, était complémentaire à la réponse ou... Alors moi, pas forcément. Alors ça pourrait tomber sur la crypto, il va faire ça. Non, moi, la dernière question, c'était en tant que métier d'investisseur, cette fois, selon toi, c'est quoi, donc comme on dit à chaque fois, the next big shit? C'est quoi la prochaine frontière? C'est quoi la prochaine grande idée qui va influencer ou révolutionner le métier? Dans le domaine de l'investissement, c'est ça. Ouais, là, en tant que ton métier, ton occupation, tu vois. Je ne sais pas.
Ah ouais. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Je ne sais pas. Euh, je trouve, en fait, moi, mon credo dans la vie, c'est de rester mobile et adaptable. Et donc, j'essaye de faire en sorte, dans mes processus de pensée, dans ma veille, de rester mobile et adaptable d'une manière générale, quoi. Et je trouve que là, l'environnement évolue tellement vite euh, que franchement, de se perdre dans des conjectures de ouais, peut-être que ça va faire ci, etc. C'est tellement complexe que tu vois, j'estime que j'ai pas le cerveau pour être en capacité de l'appréhender. Donc, j'ai préféré me dire, ok, ben je reste en veille. Et quand je vois qu'il y a un truc où ça commence à bouger dans le bon sens, ben là, je m'y intéresse. Mais Et quand même, pour répondre, en tout cas, essayer de répondre à ta question, moi, je vois là comment j'utilise tout le domaine de l'IA, forcément pour gagner un temps phénoménal en termes de recherche sur la partie investissement. Typiquement, là, aujourd'hui, c'est fabuleux parce que pour les deals startup, j'utilise une startup dans laquelle on a investi, Capital.ai. Fabuleux, fabuleux comme outil où tu peux générer des rapports détaillés, bien plus aboutis que ce que tu peux faire avec un ChatGPT ou un Claude. Sur n'importe quel sujet, et je m'en sers, mais allègrement, quoi. Notamment pour produire du contenu, produire des articles, voilà, faire des recherches sur des sujets. Ça me fait gagner un temps déjà phénoménal. Ensuite, même au niveau des startups, là, typiquement aujourd'hui, moi, quand j'ai un deal startup, que ce soit dans l'Investor X ou en dehors, parce que je propose des deal startups aussi dans Fast Track Investor ou dans ma communauté Youmento, ce que je fais, c'est que je vais prendre le pitch deck, toutes les infos. J'ai pour ça, tu vois, un ChatGPT spécifique qui est monté sur le sujet, avec un bon prompt. Tu lui donnes à bouffer toutes les infos. Et tous mes critères que je vous ai évoqués là, en fait, il me fait l'analyse. Ça me fait gagner un temps phénoménal. Et de la même manière, quand j'ai une vidéo conf avec les fondateurs, tout est enregistré. Là, il n'est pas connecté, mais habituellement, j'ai mon petit bot IA qui vient se connecter, tu vois, aux vidéoconférences, ça a déjà été le cas, qui me fait gagner aussi un temps phénoménal, moi, en termes de construction de réseau et d'accumulation de connaissances sur les échanges que je peux avoir avec les gens. Et ça aussi, tu vois, tous les échanges que je peux avoir avec le fondateur, du coup, après, je donne à bouffer à l'IA. Et ça me génère des rapports où tout de suite, ça me fait gagner typiquement des heures d'analyse sur la startup. Alors bien sûr, il faut quand même avoir un minimum de connaissances et de compréhension de ce que tu fais, tu vois. Et moi, c'est le 20-80. Au final, tu as 20% des choses qui vont se passer dans ta tête et 80% maintenant qui va se passer avec l'IA. Pour certains, en tout cas dans certains domaines. Bon, pour moi, au niveau de l'exemple que je donne sur la sélection d'investissement, c'est le cas, quoi. Où j'ai le 20% des compétences qui me permettent d'appréhender correctement ce que va faire l'intelligence artificielle en termes de sélection et de résumé, de synthèse sur une opportunité d'investissement. Donc, voilà, moi aujourd'hui déjà comment je l'utilise. Et ensuite, forcément, avec l'évolution de l'IA, je me dis que ça va être de plus en plus facile, de plus en plus rapide. Je dirais que c'est le truc que je vois en particulier. C'est pas mal Capital.ai. Hein. Je trouve ça bien foutu. Ah, tu l'as Assez testé? flippant pour être honnête. Ouais. Non, là, je suis sur le site à l'instant. Assez flippant au sens où nous-mêmes, on crée des rapports. En fait, je me rends compte à quel point ce type d'outil. Enfin, on crée et on monétise des rapports aussi. Donc, je me rends compte à quel point créer des rapports. Alors, il faut les bonnes datas, etc., bien sûr, mais c'est redoutable. C'est redoutable. Je trouve ça. Alors, on comprend pas exactement. Je trouve qu'il pourrait améliorer la landing page en termes de compréhension réelle du tool. Mais de ce que je comprends, ça m'a l'air très sympa. Il y a moyen que je teste. Je t'invite vraiment à tester. Le truc, c'est qu'en fait, derrière. Alors, ils ont une offre effectivement en mode SaaS, mais eux, leur cœur de métier, c'est pas le B2C, c'est le B2B. Là, aujourd'hui, Ouais, tout le fric qu'ils génèrent, c'est avec des boîtes où, tu vois, le boîte de gouvernement, conseil. les boîtes où ils ont énormément de données. Et eux, ce qu'ils offrent comme apport de valeur, c'est qu'ils vont être en capacité de bouffer toutes ces données, d'en garantir la protection et de générer des rapports
basées sur cette donnée pour faire gagner énormément de temps aux boîtes en question. Donc, dans le domaine du médical, de la recherche, universitaire, etc. C'est une boîte française? Non, ça, c'est un deal InvestorX, ils sont aux États-Unis. Ok. Ok. Voilà. Donc, ouais, je t'invite à le ouais. regarder. Et typiquement, tu vois, tu as des critères où il va exploiter soit l'IAMA, soit ChatGPT, soit Claude pour le rendu écrit du rapport. Tu vas déterminer la quantité de pages que ton rapport va faire. Alors là, la version B2C est plus restreinte, tu vois, que la version en B2B où tu vois, ils font payer ça des centaines de cas à l'année, quoi. Et en fait, il y a une partie deep analysis et deep recherche où tu peux sélectionner le moteur, l'outil de recherche qui va utiliser notamment Perplexity et dire de faire une recherche très approfondie pour en fait nourrir le truc en termes de données pour ensuite te provoquer, te générer le rapport. Typiquement, tu vois, moi, je m'en suis servi récemment pour préparer l'intervention au sein de mon groupe InvestorX sur l'aperçu du paysage du capital risque aux États-Unis en 2024, de manière à capter les données, etc. Il te donne les sources, chacune des données, ça c'est une des forces, de manière à ce que tu puisses vérifier qu'il hallucine pas et que les données, les chiffres qu'il te donne, c'est pas du bullshit, quoi. Ok, ouais. Intéressant. Ok. Eh ben, Cédric, merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, merci. Je pense qu'on a fait un super tour. On se fera, quand tu seras dispo, peut-être un épisode 2, puisqu'on pourrait creuser dans les cryptos, on pourrait creuser dans le private equity, on pourrait creuser dans l'IMO, on pourrait creuser dans plein de trucs qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui. Et ce sera avec plaisir qu'on se fera une V2. Mais déjà, merci pour ce tour d'horizon. Merci pour toutes les précisions. Merci pour les insights qui sont hyper intéressants, puisque tu es au contact de deals hyper intéressants eux aussi. Et ben, merci et à bientôt. Merci à vous. Salut. À plus. Ciao. Bye bye.